Imaginez une femme de 95 ans, trempée jusqu'aux os, poussant seule sa voiture en panne sous une tempête glaciale. 3 véhicules la frôlent et l'ignorent. Soudain, un grondement terrifiant fait trembler l'asphalte. 40 immenses motards, vêtus de cuir noir, surgissent de la brume et foncent droit sur elle. N'importe qui aurait fui. Mais elle ne recule pas. Ce qui se passe ensuite va balayer tous vos préjugés et vous marquer à tout jamais. Restez avec moi jusqu'à la toute fin pour découvrir le dénouement inattendu de cette histoire. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail. Dites-moi aussi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous me regardez. J'adore sincèrement découvrir d'où viennent mes auditeurs. Le ciel au-dessus de la route 70, juste à la sortie de Cookeville, dans le Tennessee, avait pris une teinte grise et glissante, celle d'une fin d'octobre qui menaçait de pleuvoir depuis le mardi précédent. À 7h45 du matin, ce ciel sinistre tenait chacune de ses promesses. La pluie tombait en rideau lourd et implacable, une pluie glaciale de sel qui transperce un épais manteau de laine en quelques secondes à peine, transformant les accotements de gravier en de véritables rivières de boue. Les vieux érables qui bordaient la chaussée avaient déjà abandonné la plupart de leurs feuilles. Celles qui restaient s'accrochaient désespérément aux branches nues, de pâles grappes jaunes frissonnant sous la violence d'un vent implacable. Dorothy Callaway n'avait absolument pas prévu de se retrouver dehors, à la merci d'un tel déluge. À 95 ans, elle avait traversé le siècle sans jamais, pas une seule fois, demander l'aide d'un inconnu. Ce n'était pas de l'obstination mal placée. Du moins, c'est ce qu'elle se répétait les rares fois où elle s'autorisait à y penser. C'était tout simplement la façon dont les choses devaient être faites. On se tenait droit sur ses deux jambes, on portait son propre fardeau, et on continuait d'avancer, pas après pas, peu importe l'aspect que prenait la route. Et ce matin-là, la route ressemblait à s'y méprendre à la fin du monde. Dorothy avait quitté sa vieille maison de Millbrook Road à 6h30 très précise, à la minute même où elle partait chaque mercredi, car le mercredi possédait une importance capitale. C'était le jour où elle parcourait invariablement les 12 miles qui la séparaient de Cookeville pour récupérer ses ordonnances à la pharmacie de Spring Street. Elle s'arrêtait ensuite pour faire quelques maigres provisions. Et, si ses articulations le lui permettaient, elle restait assise 20 longues minutes dans son véhicule sur le parking, avec un modeste café acheté à la station-service voisine. Elle regardait simplement la petite ville s'éveiller. C'était un sanctuaire, un rituel silencieux qu'elle maintenait avec une rigueur religieuse depuis 11 années. Depuis que son mari, Robert, s'en était allé, depuis que les murs de la maison s'étaient emplis d'un silence lourd et définitif auquel elle ne s'était jamais véritablement habituée. La Ford Taurus de l'année 2003, la même voiture que Robert avait si fièrement choisie chez le concessionnaire l'été précédant son terrible diagnostic, avait démarré sans le moindre tout-sautement ce matin-là. Dorothy l'avait laissé chauffer pendant 5 minutes, respectant le geste que Robert faisait autrefois. Elle avait vérifié les rétroviseurs avec minutie et ajusté le siège comme elle le faisait toujours, même si elle était désormais la seule et unique personne à jamais en tourner la clé. Elle avait reculé doucement hors de l'allée pour s'engager dans la brume matinale. La douce chaleur de l'habitacle la réconfortait. C'était une petite bulle de passé soigneusement préservée face à l'hostilité du monde extérieur. Absolument rien dans le bourdonnement familier de la mécanique ou dans le martèlement hypnotique des essuie-glaces balayant la vitre ne laissait présager ce qui allait suivre. Elle roulait avec la prudence de ceux qui connaissent le poids des années, fixant la ligne blanche qui défilait sous la pluie, totalement ignorant que cette matinée d'apparence si banale s'apprêtait à briser sa routine à tout jamais. Les ennuis commencèrent sur la route 70, quelque part entre la silhouette fantomatique de l'ancien élévateur à grains et le vieux pont de pierre qui enjambait les eaux tumultueuses du ruisseau de Falling Water. La lourde berline américaine, d'ordinaire si fidèle et si rassurante, eut un hoquet. Ce fut d'abord un simple tout-sautement métallique, une hésitation dans la course des cylindres, suivie presque immédiatement d'une seconde. Puis, plus rien. Le moteur s'éteignit avec une douceur presque coupable. Il rendit l'âme d'une manière qui semblait s'excuser, pareil à un vieux chien de chasse qui aurait couru beaucoup trop longtemps, beaucoup trop loin, et qui, épuisé par l'effort, déciderait finalement de s'allonger au milieu du chemin pour ne plus jamais se relever. Guidée par le seul élan de la pente, Dorothy dirigea habilement le véhicule vers l'accotement gravillonné, laissant les pneus crisser faiblement dans la boue glissante avant l'arrêt complet. Le contraste fut aussi immédiat que saisissant. Avec la mort du moteur, le bourdonnement familier du chauffage cessa instantanément, plongeant l'habitacle dans un silence subit, lourd et oppressant. L'isolement était total. Ce silence de tombeau n'était brisé que par le martèlement phonétique et régulier de l'averse sur le toit de tôle, un son dur, presque physique, qui semblait soudain résonner avec beaucoup plus de force. Assise immobile,
Les deux mains toujours fermement agrippées au volant de cuir devenu glacial, elle regarda l'ostrier le pare-brise désormais aveugle. Avec une lenteur calculée, refusant de céder à la précipitation, elle tourna la clé de contact. 3 fois de suite. Le démarreur ne produisit qu'un cliquetis sec, vide et résigné. Il n'y avait plus le moindre doute. La mécanique avait rendu les armes. Dans la pénombre de cette cabine envahie par un froid qui commençait déjà à mordre ses articulations, une réalité brutale s'imposa à elle. L'immensité de sa vulnérabilité la frappa de plein fouet. Elle n'avait pas de téléphone portable. Elle n'en avait jamais vu l'utilité, considérant ces petits appareils comme des futilités modernes, une certitude qu'elle commençait, pour la toute première fois en 95 ans, à reconsidérer très sérieusement. Elle n'avait souscrit à aucune assistance routière. Son regard clair balaya l'intérieur de la voiture, dressant l'inventaire de son impuissance. Sur le siège passager reposaient des objets d'une inutilité cruelle en cet instant, son vieux sac à main noir et un roman sagement emprunté à la bibliothèque la semaine précédente. Son esprit, forgé par près d'un siècle de lucidité, fit rapidement les calculs. La station-service la plus proche se trouvait à 2 longs miles en arrière. Une véritable éternité sous une telle tempête. Pourtant, la panique était un luxe qu'elle ne s'était jamais accordé. Pleurer sur son sort n'aurait pas miraculeusement réparé l'alternateur, ni fait reculer les nuages noirs. Face à cette adversité soudaine, Dorothy n'avait qu'une seule philosophie, héritée d'une époque révolue où l'on ne se reposait que sur sa propre résilience. Ce qu'elle s'apprêtait à faire n'était dicté par aucune bravade, ni par un quelconque désir de prouver quoi que ce soit au monde. C'était purement et simplement la seule chose logique qui s'offrait à elle dans cette immobilité forcée. Elle prit une très longue inspiration, lissa les plis de sa jupe, boutonna son épais manteau de laine grise jusqu'à son cou fragile, d'un geste d'une détermination inébranlable, poussa la portière pour aller affronter la tempête. Dès l'instant où son pied quitta la protection illusoire de l'habitacle, la violence des éléments s'abattit sur elle. La pluie la frappa avec la brutalité froide et pesante d'une main grande ouverte. Avant même qu'elle n'ait pu contourner la portière pour atteindre l'arrière du véhicule, l'eau glaciale avait déjà traversé la trame serrée de son manteau de laine grise, le transformant en une lourde cuirasse spongieuse qui pesait cruellement sur ses épaules fatiguées. Par un réflexe dérisoire, elle ouvrit le coffre, n'y trouvant qu'une vieille couverture de survie jamais dépliée et une paire de câbles de démarrage que Robert y avait religieusement déposés des décennies plus tôt. Elle referma le haillon métallique avec un bruit mat. L'inutilité flagrante de ces objets ne fit que renforcer sa résolution. Elle se plaça au centre, juste derrière le pare-choc, posa ses 2 mains nues sur la carrosserie ruisselante, prit une profonde inspiration et rassembla le peu de force qui résidait dans son petit corps pour pousser. La lourde masse d'acier refusa d'abord de céder. Sous l'effort, la boue meuble de l'accotement se déroba sous les semelles lisses de ses chaussures de ville. Ses pieds dérapèrent dangereusement vers le fossé inondé, et elle dut s'agripper au bord du coffre pour ne pas s'effondrer dans la fange. Le souffle court, l'eau ruisselant sur son visage, elle chercha une plaque de gravier un peu plus stable. Elle y ancra ses talons, ferma les yeux et pesa de tout son poids contre le métal. Le véhicule gémit doucement, puis avança de quelques centimètres. C'était un progrès infime, presque invisible, mais c'était un mouvement. Le prix à payer fut immédiat. Une douleur aiguë, fulgurante, lui transperça le bas du dos. C'était cette même douleur familière qui lui volait le sommeil lors des froides nuits d'hiver, muée à présent en une morsure implacable. Ses mains étaient devenues rouges vives sous la morsure du vent, et ses cheveux blancs, d'ordinaire si soignés, collaient misérablement à son crâne. Dans l'espace de 10 interminables minutes, alors qu'elle luttait contre l'épuisement, 3 véhicules la dépassèrent. Elle les aperçut dans sa vision périphérique, leurs phares perçant le rideau d'eau grise. À chaque passage, le bruit du moteur ralentissait légèrement à sa hauteur. À chaque fois, les conducteurs jetaient un coup d'œil furtif à cette frêle silhouette pliée en deux sous la tempête. Le dernier de ces véhicules était un imposant tout-terrain rouge. La femme au volant, bien au chaud derrière sa vitre embuée, croisa le regard fatigué de Dorothy pendant 2 longues secondes. 2 secondes de silence absolu où la détresse de la situation ne laissait place à aucune ambiguïté. Puis, avec une lenteur coupable, la conductrice détourna les yeux, fixa à nouveau l'horizon et accéléra pour disparaître dans la brume matinale. Dorothy ne cessa pas de pousser pour autant. Elle n'éprouva ni colère soudaine, ni désespoir profond. Elle avait vécu suffisamment d'années pour comprendre une vérité silencieuse sur le monde. La plupart des gens sont remplis de bonnes intentions, mais infiniment peu sont disposés à s'arrêter pour agir. Elle n'avait jamais construit sa dignité sur l'attente incertaine d'être secourue par autrui. Si le monde choisissait de l'ignorer, elle l'accepterait avec le même flegme qu'elle acceptait la pluie d'automne, mais elle ne capitulerait pas.
Les muscles en feu, glacés jusqu'à la moelle, elle continua de pousser sa vie de quelques mètres supplémentaires sur l'asphalte humide. C'est à ce moment de solitude absolue, alors que la route semblait l'avoir totalement abandonnée, qu'à son nouveau commença à faire vibrer l'air lourd de la vallée. Elle avait réussi à déplacer la carcasse de métal de peut-être 5 mètres, un véritable calvaire arraché centimètre par centimètre au bitume inondé. C'est à cet instant précis qu'elle perçut la vibration. Le bruit surgissait de l'est, dans son dos, s'élevant depuis la direction même qu'elle venait de quitter. Ce n'était qu'une rumeur au départ, un grondement sourd, bas et continu, qui se distinguait nettement des caprices de la météo. Ce n'était pas le roulement lointain du tonnerre d'automne, ni le gémissement lourd des immenses camions de fret qui empruntaient parfois la route 70 aux aurores pour rallier les entrepôts de Nashville. C'était un son d'une toute autre nature, pulsatile, nerveux et profondément mécanique. Une cacophonie rythmique qui enflait seconde après seconde, faisant trembler l'eau croupie dans les nids de poules et vibrant à travers les semelles de ses chaussures détrempées. Elle en prit conscience avec lenteur, de la même manière que l'on réalise l'approche d'une force gigantesque et inévitable, d'abord par de simples fragments sensoriels, puis dans une réalité écrasante. À travers le mur impénétrable de l'eau grise, une ligne de lumière tremblante perça l'obscurité. Des dizaines de phares ronds apparurent, flottant dans la pénombre telles des étincelles féroces alignées de front, occupant toute la largeur de la voie. Le rugissement saccadé se sépara soudain en une multitude d'échos distincts, révélant enfin sa véritable origine. Les ombres prirent forme au cœur de la tempête. Sortant du rideau de pluie comme des spectres, 40 motos lourdes se matérialisèrent d'un seul bloc. 40 machines titanesques progressant en une formation géométrique, serrée et implacable. Les motards étaient lourdement penchés en avant, luttant contre les bourrasques de vent, leurs immenses blousons de cuir noir rendus luisants, presque reptiliens, par les trompes d'eau. L'air se chargea brusquement d'une odeur âcre d'essence et de gaz d'échappement, balayant le parfum humide de la terre et des feuilles mortes. C'était une vision à glacer le sang. N'importe qui, surpris dans cette solitude d'asphalte par une meute si intimidante, aurait ressenti un frisson de terreur primitive. Le contraste visuel frôlait l'absurde. Une armée d'hommes massifs et de métal hurlant, fondant à toute allure sur une minuscule silhouette de 95 ans, perdue dans un manteau de laine détrempée. Pourtant, la tension écrasante qui accompagnait cette confrontation imminente sembla glisser sur Dorothy Calloway sans l'atteindre. Le fracas assourdissant des moteurs avalait désormais le bruit de l'averse, mais elle ne tressaillit pas d'un millimètre. Elle ne tourna même pas la tête pour observer la horde de cuir noir qui s'apprêtait à la rattraper. Son esprit, forgé par l'épreuve du temps, fit un calcul d'une simplicité absolue. Quoi que ces inconnus aient l'intention de faire, ils le feraient. Cela échappait totalement à son contrôle. La seule chose qui lui appartenait encore, c'était l'action. Avec une détermination farouche et inébranlable, elle serra les mâchoires. Elle planta une fois de plus ses pieds douloureux dans les graviers fuyants et pesa de tout son être sur la carrosserie ruisselante. Elle ne s'était pas frayé un chemin à travers un siècle d'épreuves, de chagrins et de pertes pour se figer de peur simplement parce que le monde, d'un coup, décidait de devenir bruyant. Hank Mercer parcourait les routes depuis l'âge de 19 ans, ce qui signifiait qu'il avait 35 années d'asphalte et de poussière gravées dans la mémoire. Il croyait sincèrement avoir tout vu. Des tempêtes de neige aveuglantes du Montana jusqu'aux chaleurs étouffantes du désert de l'Arizona, où le goudron lui-même semblait fondre et respirer, en passant par ces aubes solitaires qui succèdent aux nuits sans sommeil. Mais la scène qu'il distinguait à présent, à près d'un demi-kilomètre devant lui, défiait tout ce qu'il connaissait. À travers le rideau gris de l'averse, son esprit chercha d'abord une explication rationnelle à cette petite forme sombre, désespérément courbée contre l'arrière d'une berline immobile. Son cerveau voulut y voir une personne jeune et robuste, peut-être dans l'attente imminente d'une dépanneuse. Puis, au fur et à mesure que la distance fondait, la silhouette révéla sa terrible vérité. Un lourd manteau de laine grise, des cheveux d'une blancheur de craie et la posture caractéristique d'un corps usé par près d'un siècle de labeur silencieux. Et, contre toute attente, cette femme poussait encore. Hank relâcha immédiatement la poignée des gaz et écrasa la pédale de frein. Le puissant moteur de sa Harley chuta brutalement dans les graves. Derrière lui, il sentit plus qu'il n'entendit sa formation s'adapter à la seconde près, avec la précision automatique et majestueuse d'une volée d'oiseaux virant de bord sous l'orage. Il rangea sa lourde machine sur le bas-côté, à quelques mètres seulement devant le véhicule de la vieille dame, déploya la béquille et retira son casque sans attendre l'arrêt complet. D'un ordre bref jeté dans le micro accroché à son col, il demanda au groupe de retenir sa marche. Le rugissement des 40 moteurs s'éteignit un par un, ne laissant dans leur sillage que le tambourinement mélancolique de la pluie sur le métal. Il s'avança à grands pas vers la voiture. Ses yeux saisirent chaque détail avec acuité.
les mains nues et rougies par la morsure du froid, les petites chaussures de ville qui s'enfonçaient inexorablement dans la boue. Lorsqu'il s'arrêta à 1 mètre derrière elle, elle n'avait toujours pas suspendu son effort. « Pardonnez-moi, madame, dit-il en élevant la voix pour couvrir le bruit du vent. Est-ce que je peux vous donner un coup de main ?» Elle s'arrêta, non pas parce qu'elle abandonnait, comprit-il avec une soudaine clarté, mais simplement parce qu'elle était arrivée au bout de son élan et devait réajuster sa prise. Elle tourna lentement la tête et le regarda par-dessus son épaule. Ses yeux d'un bleu délavé, presque transparents, étaient d'une fixité absolue. Ils se posèrent sur lui avec la franchise tranchante de ceux qui ont depuis longtemps cessé de s'encombrer de faux-semblants. Durant 2 secondes suspendues dans le temps, elle examina l'homme massif qui lui faisait face. Elle absorba la barbe ruisselante, les bras couverts de tatouages, les vêtements de cuir noir et l'armée de motards silencieux qui patientaient sur l'accotement. Elle évalua tout cela et, rejetant les préjugés d'une vie entière, décida de n'y voir aucune menace. « La voiture m'a lâché, dit-elle d'une voix étonnamment ferme. J'essaie simplement de l'amener jusqu'au terrain plat, un peu plus loin. »« Oui, madame, » répondit Hank avec un profond respect. « C'est ce que je vois. Je n'ai pas besoin d'être sauvé. » Reprit-elle en soutenant son regard, le menton légèrement relevé. « J'ai juste besoin de sortir cette carcasse de la route. »« C'est très exactement ce que nous allons vous aider à faire, » déclara-t-il avec la même tranquillité. Elle le considéra une seconde supplémentaire, cherchant une hypothétique trace de condescendance. N'y trouvant qu'une sincérité brute, la vieille dame relâcha enfin le métal froid du pare-choc et fit calmement un pas de côté. 2 mondes venaient de se heurter sous le déluge, se reconnaissant dans une dignité silencieuse et absolue. Hank se retourna vers le groupe avec la tranquillité d'un homme habitué à commander par de simples regards. Gary Stanton, un colosse au crâne rasé dont le blouson portait les stigmates de milliers de kilomètres, avait déjà quitté sa machine et tiré ses épaules massives avec l'anticipation silencieuse de ceux qui ont l'habitude du travail physique. À ses côtés, le jeune Lou Brick, dont les traits étaient encore lisses sous la pluie battante, observait la vieille dame avec une expression indéchiffrable, oscillant entre une pure stupéfaction et une admiration béate. Sans même élever la voix, Hank donna ses instructions. La scène qui se déroula au cours des minutes suivantes posséda une grâce inattendue, une fluidité presque poignante dont le chef de bande se souviendrait longtemps, avec cette tendresse réservée au moment d'une parfaite simplicité. 8 géants vêtus de cuir noir s'alignèrent sans prononcer un seul mot derrière la malle de la lourde Ford Taurus. 4 autres motards prirent place sur les flancs, les mains prêtes à stabiliser la carrosserie. Lou se glissa rapidement jusqu'à la portière entr'ouverte du conducteur pour s'emparer de la direction. Le reste de la meute se tint en retrait, offrant tout l'espace nécessaire, certains croisant les bras pour se protéger des bourrasques, d'autres contemplant la manœuvre dans un recueillement absolu. Il n'y eut aucune précipitation, aucun ordre hurlé dans la tempête. « À 3, murmura Hank. 1, 2, 3. La berline américaine, qui s'était comportée quelques instants plus tôt comme un roc inamovible sous les mains fragiles et glacées de Dorothy, se mit en mouvement d'un seul élan. Elle ne progressait plus centimètre par centimètre au prix d'une agonie silencieuse, mais elle glissait à présent avec une aisance saisissante. Les pneus roulaient sur les gravillons inondés en produisant un doux écrasement régulier, une mélodie réconfortante qui tranchait avec le vacarme de l'averse. Guidant l'équipage depuis la fenêtre baissée, Lou lançait de brefs ajustements de trajectoire qui étaient immédiatement suivis par le cœur des hommes poussant à l'arrière. Pourtant, la véritable beauté de cet instant résidait ailleurs. Dorothy Calloway ne resta pas en retrait pour contempler l'achèvement de son propre sauvetage. Elle avait certes accepté de s'écarter pour laisser s'exprimer la force brute de ces hommes, mais il était absolument hors de question qu'elle se transforme en spectatrice passive de son propre destin. Elle marcha au même rythme que son véhicule. Une de ses mains ridées effleurait délicatement la tôle ruisselante de la portière passager. Elle accompagnait la voiture pas à pas, comme si elle guidait une créature familière, partageant par ce simple contact charnel tout le fardeau physique de ces inconnus. En moins de 2 minutes, la berline fut extirpée de la chaussée dangereuse et s'immobilisa sur le grand terre-plein de gravier. Elle trouva un modeste asile sous les branches nues mais protectrices d'un vieux chêne solitaire, à l'abri du pire de la tempête. Dorothy marcha tranquillement jusqu'à l'avant du capot. Elle resta immobile une seconde, évaluant la position de son véhicule avec minutie. Puis, elle pivota lentement pour faire face à ce mur d'hommes imposants qui respiraient à peine plus fort qu'avant l'effort. « Eh bien, » déclara-t-elle avec le ton pragmatique de quelqu'un qui vient de terminer une banale corvée, « voilà qui est nettement mieux. » Un son grave, un véritable rire libérateur et profondément chaleureux, s'échappa de la gorge de Gary, détendant d'un coup l'atmosphère. Lou retira enfin son casque, dévoilant un visage trempé de pluie,
et dévisagea cette femme exceptionnelle avec un respect immense, réalisant que la violence de l'orage venait d'être domptée par la douceur d'une solidarité imprévue. Sous l'abri précaire du vieux chêne, la pluie continuait de battre la mesure avec une insistance sourde. Hank, observant la frêle silhouette trompée, demanda avec douceur s'il y avait quelqu'un à prévenir. Dorothy mentionna sa voisine, Pat, mais rappela d'un ton neutre qu'elle ne possédait pas de téléphone. Hank fouilla sous son épais blouson de cuir et lui tendit son propre appareil. Avec une assurance tranquille, elle composa le numéro, expliqua la situation sans s'attarder sur les détails et obtint que le gendre de Pat, Kevin, vienne la secourir avec son camion. L'affaire fut réglée en 3 minutes à peine. Elle rendit le téléphone avec un simple hochement de tête, mais Hank remarqua qu'elle tremblait imperceptiblement. La morsure glaciale de l'averse s'était insinuée jusque dans ses os. C'est alors que Gary s'avança silencieusement. Ce colosse d'1,90 m, dont le visage portait une profonde cicatrice au menton et dont les bras étaient couverts de tatouages, tenait entre ses mains massives un immense poncho de pluie militaire, d'un vert olive terne. Il le lui tendit avec une précaution infinie, la tenant à bout de bras avec cette délicatesse maladroite que l'on réserve à un oiseau blessé pour ne pas l'effrayer. Sans la moindre hésitation, Dorothy l'accepta en murmurant un remerciement. Elle l'enfila par-dessus son manteau gorgé d'eau. Le lourd vêtement synthétique descendait jusqu'à ses genoux, engloutissant presque entièrement sa petite silhouette. Elle ajusta la capuce sur ses cheveux blancs avec une méticulosité absolue. Dans cet accoutrement surdimensionné, elle ne paraissait ni ridicule ni pitoyable, elle dégageait au contraire une majesté silencieuse, la prestance intemporelle d'une reine drapée dans une armure d'emprunt. L'atmosphère apaisée de ce rassemblement improbable fut soudain déchirée par le clignotement agressif de gyrophares rouges et bleus se reflétant sur la chaussée détrompée. La voiture du shérif adjoint Frank Owen s'immobilisa sur l'accotement, balayant le groupe de ses faisceaux lumineux. Owen sortit de son véhicule, la méfiance lisant dans chaque ligne de son corps tendu. Ce qui voyait défier les schémas habituels de la logique policière. Une quarantaine de motards patibulaires encerclant une femme très âgée. Il s'approcha, la voix chargée d'une autorité soupçonneuse, exigeant de savoir ce qui se passait. Hank tenta d'expliquer calmement la panne, mais le regard scrutateur du représentant de la loi balayait Gary et les autres avec cette évidente suspicion que la société réserve d'ordinaire à ceux qui refusent de se plier à ses normes. Owens insista, s'adressant directement à la vieille dame. Il lui demanda avec une condescendance non dissimulée si elle était certaine d'être en sécurité, sous-entendant qu'elle était peut-être retenue contre son gré. Ce fut la question de trop. Dorothy se redressa de toute sa hauteur. Sa voix, d'ordinaire si mesurée, prit soudain l'intonation tranchante et définitive de celles qui ont géré des foyers, élevé des enfants et surmonté des décennies d'épreuves. Elle fixa le policier de ses yeux bleu pâle et lui déclara qu'elle avait 95 ans, qu'elle prenait soin d'elle-même bien avant la naissance de ses propres parents. Surtout, elle affirma avec une froideur coupante qu'elle était parfaitement capable de faire la différence entre des individus mal intentionnés et des hommes qui s'étaient arrêtés sous le déluge pour lui venir en aide. Le silence s'abattit lourdement sous les branches du chêne. Une stupeur respectueuse saisit les motards face à cette défense féroce. Mais la vieille dame n'en avait pas terminé. D'un ton qui n'admettait absolument aucune réplique, elle suggéra à l'agent Owens que s'il souhaitait réellement se rendre utile au lieu de s'attarder sur des préjugés, il ferait bien d'aller placer des fusées de détresse à l'arrière du véhicule. Le shérif adjoint accusa le coup, totalement déstabilisé par l'inversion foudroyante du rapport de force. L'autorité artificielle de l'uniforme venait de s'effacer, balayée par la véritable autorité, celle du temps et de la sagesse. Balbutiant un faible « Oui, madame », Owens rebroussa chemin vers son coffre. Sous la pluie battante, le monde reprenait sa juste place, redessiné par l'esprit inflexible d'une femme au poncho vert. Les fusées de détresse répitaient désormais sur l'asphalte mouillé, jetant de brèves lueurs rougeâtres à travers le brouillard. Sous les branches dénudées du grand chêne, le temps semblait s'être suspendu en attendant l'arrivée des secours. L'averse était légèrement adoucie, transformant le martèlement furieux sur les réservoirs des motos en un chuchotement régulier et mélancolique. Enveloppée dans son immense poncho militaire, Dorothy s'était adossée contre la portière de la Ford. Elle observait les hommes autour d'elle avec cette attention paisible et sans hâte propre à ceux qui ont compris que les choses les plus importantes de l'existence se révèlent souvent dans les moments d'attente. Rompant le silence, elle demanda simplement où ils se rendaient tous ensemble par un temps aussi épouvantable. Hank, qui s'était appuyé contre l'aile avant de la voiture, gardait une distance respectueuse qui n'avait cessé de se réduire depuis leur première poignée de main. Il répondit qu'il venait de Nashville pour la plupart et qu'il formait une escorte. Il roulait vers des funérailles, celles de l'un de leurs frères. Face à ce genre de révélation, la majorité des gens s'empressent de formuler des condoléances automatiques, des phrases toutes faites pour combler le vide avant de changer prudemment de sujet.
Dorothy, elle, baissa lentement la tête et murmura qu'elle était sincèrement désolée. Mais ces mots ne sonnaient pas creux. Ils portaient l'écho profond d'une femme qui avait assisté à suffisamment d'enterrements dans sa vie pour mesurer exactement le prix et la douleur d'une telle perte. Puis, elle posa la question que presque personne n'osait jamais formuler avec une telle franchise. Elle lui demanda comment était cet homme pour lequel il bravait ainsi la tempête. Hank fut pris au dépourvu. Non pas parce que la question était déplacée, mais par sa bouleversante humanité. Il prit un instant pour chercher ses mots, laissant le souvenir de son ami remonter à la surface. Il s'appelait Denny, finit-il par dire. Il raconta avec une tendresse subtilement voilée par la rudesse de sa voix que Denny était un homme bruyant, incroyablement têtu, et qu'il possédait sans aucun doute les pires goûts musicaux que l'on puisse imaginer chez un être humain. Il marqua une pause, le regard perdu dans les gouttes d'eau qui perlaient sur le capot. Puis il ajouta que ce même Denny avait un jour conduit pendant 4 heures au beau milieu d'une tempête de neige aveuglante, risquant sa propre vie sur des routes verglacées, uniquement pour l'aider à emménager dans sa nouvelle maison alors qu'il n'avait personne d'autre ce qui comptait. Il faisait ce genre de choses, conclut Hank d'une voix sourde. Ce n'était pas l'homme que les gens jugeaient de loin, c'était un roc. Dorothy écouta cet éloge funèbre improvisé avec une attention absolue. Un léger sourire empreint d'une douce nostalgie vint éclairer les traits de son visage fatigué. Elle hocha doucement la tête et répondit que, selon sa propre expérience d'un siècle de vie, les êtres bruyants et têtus s'avéraient très souvent être les plus remarquablement fiables sur lesquels on puisse s'appuyer quand tout s'effondre. Autour d'eux, Gary, Lou et les autres motards écoutaient dans un silence d'église. Sous ce vieux chêne détrompé, le fossé immense entre une veuve solitaire et un chef de bande endeuillé venait de disparaître. Ils partageaient soudain le même langage universel, celui de l'amour fraternel et de la vérité qui se cache toujours au-delà des apparences. Le bruit d'un moteur approchant péniblement parlait vint briser l'intimité de cet instant suspendu sous le chêne. Un piquet gris au feu de détresse clignotant timidement se rangea sur les gravillons humides, juste derrière la longue ligne de motochromés. La portière claqua et Kevin, le gendre de la voisine, en descendit. Vêtu d'une épaisse veste en toile de chantier et de lourdes bottes tachées de boue, il s'avança avec l'hésitation palpable d'un homme qui débarque au beau milieu d'une scène dont il ne possède absolument pas les codes. Son regard passa de l'imposante masse de cuir noir et de visage patibulaire à la petite silhouette de Dorothy, la bouche légèrement entr'ouverte par une stupéfaction qu'il peinait à dissimuler. Dorothy, avec la patience infinie de celle qui doit sans cesse expliquer l'évidence à un monde trop prompt à s'étonner, fit les présentations. Elle déclara simplement que ces messieurs l'avaient aidé à dégager la voiture, d'un ton qui rendait l'extraordinaire parfaitement banal. Kevin serra la main de Hank avec une courtoisie perplexe, puis se pencha sous le capot ruisselant. Il inspecta la mécanique pendant 3 petites minutes et finit par rendre son verdict de connaisseur. L'alternateur avait rendu l'âme. La berline ne bougerait pas d'ici aujourd'hui, mais il lui promit de revenir la remorquer jusqu'au garage de son oncle d'ici vendredi. Vendredi. Dorothy répéta ce mot sans la moindre trace de frustration, l'absorbant avec le flegme majestueux d'une personne accoutumée aux caprices de l'existence. Acceptant la proposition de Kevin de la ramener immédiatement chez elle, elle se prépara au départ. Elle se pencha à travers la fenêtre baissée de la Ford, récupérant avec soin son vieux sac à main et son précieux roman à la reliure bleu usé, emprunté à la bibliothèque. Puis, elle se redressa avec cette lenteur délibérée qu'exige un corps ayant traversé presque un siècle. Elle se tourna une dernière fois vers la meute. 40 hommes silencieux la regardaient faire. Elle prit son temps, ne fuyant aucun regard. Ses yeux clairs et perçants parcoururent la ligne de ses visages burinés, capturant chaque détail de l'instant avec la volonté farouche de s'en souvenir. Avec une grâce infinie, elle retira par le haut l'immense poncho vers Olive et le tendit vers Gary. Le colosse redoutable prit honte de ses mains gigantesques, paraissant soudain ne plus savoir quoi faire de ses propres bras, désarmé par une émotion qu'il ne parvenait pas à formuler. « Merci pour ceci », murmura-t-elle à son intention. Puis, élevant légèrement la voix pour s'adresser à l'ensemble du groupe, elle ajouta avec une dignité vibrante « Merci à vous tous de vous être arrêtés ». Elle marqua une pause, un infime silence chargé d'une sincérité qui transperça le cœur de chaque homme présent. « Et merci de m'avoir aidé sans en avoir fait tout un drame. » Personne ne bougea lorsque le pick-up de Kevin s'engagea de nouveau sur la route 70. Les 40 motards restèrent figés, immobiles sous la pluie battante, regardant les feux arrière rouges disparaître lentement, définitivement avalés par le rideau gris. Hank sentit une chaleur inattendue poindre dans sa poitrine. Gary rompit finalement le charme, la voix étrangement voilée, rappelant qu'ils étaient déjà en retard pour l'enterrement. Le rituel immuable du départ commença alors. Les casques furent enfilés en silence, les clés tournèrent dans les contacteurs. 40 moteurs reprirent vie dans un rugissement tonitruant.
Mais alors que la horde reprenait sa formation pour affronter la tempête et rejoindre leurs frères tombés, l'air semblait avoir changé de densité. Chacun de ces hommes portait désormais en lui le souvenir ineffaçable de cette femme incroyable, filant à travers la pluie avec la certitude d'avoir assisté à une leçon d'humanité absolue. Les obsèques de Denny se déroulèrent à 14 heures, dans la sobriété boisée et réconfortante de la petite église baptiste de Mount Oliver, à Livingston. Près de 90 personnes s'y pressaient, parmi lesquelles 40 hommes aux carrures imposantes, serrés dans les bancs de bois clair. Leurs blousons de cuir noir juraient peut-être avec les costumes sombres de l'assemblée, mais leur recueillement était d'une absolue et bouleversante sincérité. Le pasteur, pourtant prévenu de leur présence, s'aperçut très vite qu'aucune préparation n'avait été nécessaire face à une telle dignité. La fille de Denny s'avança pour prendre la parole. Ces mots, fragiles d'abord, résonnèrent avec force sous la voûte. Elle évoqua le rire de son père, un rire toujours trop tonitruant pour les espaces clos. Puis, d'une voix brisée par l'émotion, elle raconta cette fameuse nuit d'hiver, ces 4 heures de route glacée bravée au cœur d'une tempête de neige pour secourir un ami dans le besoin. Cette histoire, cette preuve d'amour inconditionnel, Hank la connaissait intimement. Il l'avait lui-même murmurée sous la pluie glaciale, quelques heures plus tôt, à une inconnue d'un autre siècle. Assis au 3e rang, les mains croisées, il écoutait sans chercher à retenir cette lourdeur poignante, cette douleur vive et belle qui lui broyait doucement la poitrine. Lorsque les lourdes portes de l'église s'ouvrirent enfin sur le monde extérieur, la tempête s'était épuisée. Elle avait laissé place à une lumière d'après-midi pâle, presque fragile, qui filtrait à travers un ciel lavé de ces nuages sombres. Dans l'air vif et froid du parking gravillonné, alors que la foule s'attardait en petits groupes silencieux, le jeune loubrique vint se placer aux côtés de Hank. Le garçon tournait nerveusement son casque entre ses mains calleuses, les sourcils froncés. Le contraste entre le chagrin profond de cette cérémonie et la rencontre inattendue de la matinée semblait le tourmenter. « Tu crois qu'elle va bien ?» finit-il par lâcher, la voix teintée d'une inquiétude presque filiale. La vieille dame, Dorothy, en prit une longue inspiration, remplissant ses poumons de cet air purifié par la pluie. « Je crois qu'elle va parfaitement bien, » répondit-il avec une certitude absolue. « Je crois même qu'elle a survécu à bien pire qu'un simple alternateur défectueux. » Lou hocha la tête, mais son esprit bataillait encore avec l'incompréhensible. « Elle ne savait pas du tout qui nous étions, » murmura le jeune homme. « Je veux dire, ça lui était totalement égal. » On posa un regard paternel sur son jeune frère de route. « Elle savait très bien qui nous étions. Lou, corrigea-t-il doucement. C'est ensuite qu'elle a décidé que cela lui était égal. Elle a regardé, elle a pris le temps d'observer, et elle a vu ce qui se trouvait réellement devant elle, sous les tatouages et les apparences. » Le jeune motard s'arrêta de manipuler son casque. « Comment on devient comme ça ?» demanda-t-il avec une curiosité fascinée. « Comment on peut vieillir à ce point sans finir par être effrayé par le monde entier ?» On contempla l'horizon dégagé pendant un très long moment, laissant la question faire son chemin. Le silence s'étira, porteur d'une sagesse qu'il venait tout juste d'effleurer. « Je crois que tu y arrives en décidant, » répondit-il enfin d'une voix grave. « Pas une seule fois pour toutes, non, mais chaque jour. » C'était là le secret de Dorothy. Le courage véritable n'était pas l'absence de danger, mais le refus obstiné d'être emprisonné par les idées préconçues. C'était la décision quotidienne de rejeter les étiquettes rassurantes mais fausses que la société impose, pour avoir l'audace d'embrasser l'humanité nue. Dorothy Calloway n'était pas invincible, elle avait simplement fait le choix farouche de ne jamais se laisser dicter sa conduite par la peur. Et en observant ce ciel nouveau, on comprit avec une clarté fulgurante que ce choix s'offrait désormais à lui aussi. Le lendemain matin, Hank s'éveilla dans la chambre exiguë d'un motel à la périphérie de Cookville. La pluie avait fini par capituler au cours de la nuit, laissant derrière elle un ciel d'une pureté éclatante. Par la fenêtre, il observa le goudron du parking détrompé où de larges flaques d'eau reflétaient l'azur naissant de cette nouvelle journée. Logiquement, il aurait dû reprendre la route, enfourcher sa machine et laisser le Tennessee loin derrière lui. Pourtant, une force douce et invisible le retenait sur place. Aux alentours de 9 heures, prétextant un vague besoin de flâner, il se gara devant la petite pharmacie de Spring Street. Il s'adossa à sa moto, sans but précis, s'imprégnant de la tranquillité matinale. C'est alors que le pick-up gris de Kevin fit son apparition. La portière du passager s'ouvrit avec une lenteur calculée, et Dorothy Calloway en descendit. Elle portait ce matin-là un élégant manteau bleu marine boutonné jusqu'au col. Kevin lui glissa quelques mots par la fenêtre, elle hocha doucement la tête, et le véhicule s'éloigna. Lorsqu'elle pivota vers l'entrée de l'officine, son regard croisa immédiatement celui du grand motard. Il n'y eut absolument aucune surprise sur son visage délicat, juste ce même calcul silencieux,
Cette évaluation perçante qui durait exactement 2 secondes. Puis, avec la prestance naturelle d'une vieille amie heureuse de ses retrouvailles, elle s'avança vers lui. Après un échange de salutations empreint d'une courtoisie presque solennelle, elle lui désigna la station-service voisine en lui confiant, avec un infime soupçon de malice dans la voix, qu'il servait un café absolument exécrable. C'était une invitation délicate qui ne pouvait se résoudre à décliner. Quelques instants plus tard, ils se retrouvèrent assis côte à côte sur le rebord en béton du parking du supermarché Piggly Wiggly. Entre leurs mains, des gobelets en carton diffusaient la chaleur réconfortante d'un breuvage noir, acre et brûlant. Fidèle à son sanctuaire hebdomadaire, Dorothy regardait la ville s'éveiller, savourant le balai matinal des habitants. Dans cette quiétude inespérée, les confidences vinrent avec une fluidité déconcertante. Elle lui parla de Robert, de ses 11 années écoulées dans l'isolement, et de la façon dont certaines habitudes de conversation survivaient aux défunts, tout simplement parce que le silence d'une maison vide finissait par prendre une place écrasante. Hank, baissant une garde qu'il maintenait fermement depuis des décennies, évoqua sa fille institutrice et ce fils lointain, installé à Memphis, qui ne l'appelait que pour le rituel des anniversaires. Mais par-dessus tout, il lui confia cette amertume sourde, ce fardeau invisible d'être constamment mal interprété par la société. Il lui décrivit la manière dont les discussions s'éteignaient dans les restaurants à son approche, et comment des mères pressaient le pas en changeant de trottoir. Des gens qui, en un seul regard jeté sur ses blousons de cuir, ses tatouages et sa carrure de colosse, avaient déjà condamné son âme avant même qu'il n'ait prononcé une seule syllabe. Dorothy l'écoutait avec cette qualité de silence absolu, ce don rare que seuls possèdent ceux qui n'éprouvent plus le besoin compulsif de combler le vide par des paroles réconfortantes et inutiles. Elle resserra ses doigts agiles autour de son gobelet et avoua que, dans sa jeunesse, elle avait elle aussi désespérément lutté pour être perçue avec exactitude, épuisant ses forces à vouloir corriger les jugements hâtifs. Mais le temps, ce sculpteur impitoyable, lui avait enseigné une philosophie bien plus apaisante. Elle tourna lentement la tête pour le regarder bien en face, ses yeux bleus solidement ancrés dans les siens. Elle lui murmura que les rares individus qui décident délibérément de voir la vérité sous la surface valent infiniment plus que l'immense majorité aveugle. La veille, lui rappela-t-elle avec une infinie tendresse, 40 inconnus à l'allure redoutable s'étaient arrêtés sous le déluge pour aider une vieille femme têtue. Non pas parce qu'ils connaissaient son histoire, mais simplement parce qu'ils avaient eu la décence de la regarder vraiment. Et pour elle, au crépuscule de sa vie, cela suffisait amplement. Dans la froideur lumineuse de ce mercredi matin, bercé par le grondement lointain d'un autobus scolaire, Hank Mercer comprit avec une émotion poignante qu'il venait enfin, peut-être pour la première fois depuis très longtemps, d'être véritablement compris. Et vous, chers auditeurs, avez-vous déjà ressenti cette profonde connexion avec un inconnu? Partagez vos pensées dans les commentaires. Avant de quitter le parking ensoleillé pour reprendre sa longue route solitaire, Hank fouilla dans la poche de son blouson usé. Il en sortit un morceau de papier froissé sur lequel il griffonna précipitamment une suite de chiffres. Il le tendit à la vieille dame avec une injonction qui ressemblait à s'y méprendre à une supplique sincère. Il lui donna son numéro personnel, son véritable numéro, et non celui du rassemblement, insistant avec cette tendresse bourrue qui le caractérisait pour qu'elle s'équipe enfin d'un téléphone, juste au cas où sa capricieuse berline déciderait de lui jouer un nouveau tour sur une route isolée. Dorothy considéra le bout de papier pendant un long moment, le regard amusé par tant de sollicitude, avant de le glisser précieusement au fond de la poche de son manteau bleu. 3 semaines plus tard, l'automne avait définitivement pris ses quartiers autour de la vieille maison de Millbrook Road, parant les arbres de teintes rousses et cuivrées. Sur le comptoir de la cuisine ensoleillée, juste à côté de l'antique cafetière, reposait un objet insolite, un téléphone portable. Ce n'était pas un de ces appareils complexes et difficiles à apprivoiser, mais un modèle d'une simplicité absolue, choisi avec un soin évident. Kevin l'avait déposé le mardi soir précédent, l'air un peu dépassé par les événements, porteur d'un colis envoyé avec des instructions très claires d'un homme à la voix grave qu'il avait eu au bout du fil. L'appareil, déjà configuré pour son confort, ne contenait qu'un seul et unique contact enregistré en mémoire. Dorothy posa sa main ridée sur la surface lisse de l'écran éteint. Cette même main, tachetée par le grand âge, qui avait poussé seule 2 tonnes de métal sous une tempête glaciale. Cette main qui avait serré avec une fermeté inattendue celle de 40 hommes redoutables que le reste du monde préférait éviter en baissant les yeux. L'ironie merveilleuse de la situation la fit doucement sourire. L'histoire avait fait son chemin. Comme c'est toujours le cas dans ces vallées isolées, il y avait même eu une courte halte amicale de certains membres du groupe de passage dans la région. Pour la toute première fois depuis le départ de son mari 11 ans plus tôt, Dorothy Calloway avait accepté de poser pour une photographie, debout dans son allée, flanquée de ces colosses vêtus de cuir qui faisaient visiblement de leur mieux pour arborer leurs sourires les plus doux.
Dans le silence apaisant de sa maison, en attendant que l'eau de la bouilloire frémît sur le feu, elle repensa à cette chaussée détrompée qui, ce matin-là, ressemblait véritablement à la fin du monde. Elle songea à cette leçon précieuse que l'existence obstinait à murmurer à ceux qui prenaient encore le temps d'écouter. Les catégories et les étiquettes ne sont que des illusions rassurantes pour les âmes craintives. Au-delà des apparences trompeuses, des préjugés tenaces et du fracas terrifiant que fait parfois la société, il existe une chaleur humaine universelle prête à se révéler. Il suffit d'un seul regard authentique, d'un refus de céder à la peur, pour qu'un fossé infranchissable devienne un sanctuaire de fraternité, forgeant une amitié aussi improbable qu'éternelle. Si ce récit vous a ému et vous a rappelé la profondeur insoupçonnée des liens qui peuvent unir les êtres humains par-delà les apparences, je vous invite chaleureusement à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager cette histoire autour de vous afin de continuer à semer ensemble un peu de cette belle lumière.